prison de Rebos. Nos frères, mes frères, qui, dans cet espace destiné à accueillir 600 personnes, sont 3000, dont 700 prisonniers politiques, entassés dans des chambres de 70 mètres carrés à plus de 200, interdits de dormir allongés, enfermés pour beaucoup sans jugement depuis des mois, parce qu'ils ont eu le tort de penser, de militer et de lutter. Je tiens à profiter de ce privilège extraordinaire qui m'est offert par votre présence et par la visibilité que vous nous avez offerte pour que leur nom résonne par-delà les murs de ces prisons qui les tiennent enfermés, pour que le monde entier sache qu'il ne s'agit pas simplement du destin d'un homme, Ousmane Sonko, porteur des espoirs de tout un peuple, placé en détention provisoire, enfermé à 6 mois d'une élection pour l'empêcher de se présenter, mais également de 1700 individus, 1700 corps, qui dans l'ensemble des prisons du Sénégal continuent de croupir, sans accès à la justice, sans une once de visibilité. Vos mots, mesdames, messieurs les journalistes, arrivent à leurs oreilles. Ils sont scrutés, ils sont attendus. Ils leur permettent d'espérer, ou à l'inverse, de s'effondrer. La lueur qui est apparue dans des yeux du maire de Kermassar Sud, qui était en GL avec moi, détenu depuis 4 mois, sans jugement, pour un post Facebook où il s'indignait que l'un de ses administrés soit mort du fait de l'ingestion de gaz lacrymogène alors qu'il était asthmatique. La lueur dans son regard, lorsqu'il est venu me dire que RFI avait annoncé la tenue d'une manifestation de gilets jaunes en soutien à mon égard et à l'égard de l'ensemble des détenus politiques sénégalais, dit beaucoup de l'importance en ces temps-ci de la solidarité des luttes, de leur continuité entre peuples et du caractère universel de la lutte que mène en ce moment le peuple sénégalais. Elle dit aussi beaucoup de l'alliance entre les peuples qui continuent d'exister malgré les méfaits de nos gouvernants et de nos gouvernements, qui ne cessent de créer des barrières entre nous, de la haine, de la détestation, du fait du pillage et de la violence qui ne cesse de mourir. La France est à l'heure du choix, à la veille peut-être d'une guerre au Niger, alors qu'elle se voit concurrencée dans des stratégies de pillage et de prédation par d'autres puissances étrangères, alors qu'elle a tenu silence sur la situation. Elle doit s'interroger sur sa nécessité d'exprimer, et non pas seulement de soutenir silencieusement les peuples africains. La France, mon pays, doit se tenir du côté des peuples. Elle doit avoir ce courage si elle souhaite maintenir un lien avec ce reste du monde, non plus pour le piller et l'exploiter, mais pour construire ensemble un devenir. Autrement, ce sera la violence, ce sera le pillage, ce sera la révolte, et ce sera, quoi qu'il arrive, la liberté et la souveraineté des peuples africains. Nous sommes à l'heure du choix, et je souhaite, encore une fois, utiliser ce moment de privilège que vous m'avez offert pour rappeler que si j'ai été enlevé en Mauritanie par des hommes cagoulés qui m'ont à leur tour masqué le visage et qui m'ont amené
jusqu'aux frontières sénégalaises pour m'y livrer à des hommes sans uniforme, dans des pick-up non immatriculés, sans respecter le moindre des droits fondamentaux qui s'appliquent à chaque homme. S'ils l'ont fait, alors que j'étais en tant qu'avocat venu à Dakar défendre un homme, c'est parce qu'un sentiment d'impunité s'est développé au sein d'une région que nous avons militarisée, que nous avons transformée en une série d'États policiers, par notre peur panique de la différence et par notre angoisse d'une perte de produit. Ce sont les populations africaines qui souffrent aujourd'hui de cette transformation de ces États en prisons à ciels ouverts. Et c'est ce qui explique leur révolte contre ceux dont ils savent qu'ils sont responsables de cette situation. Je veux rendre hommage à tous ceux qui ont eu la dignité, la décence, le courage de dénoncer cette situation qui nous menaçait tous, celle qui consiste à mettre en détention et menacer de perpétuité un homme pour avoir voulu en défendre un autre. Je les appelle désormais à continuer cette lutte pour tous ceux qui aujourd'hui encore demeurent privés de leur liberté et de leur dignité. Nous sommes à 6 mois d'une échéance cardinale pour le devenir du Sénégal, mais également de l'ensemble de la sous-région, peut-être du continent, qui déterminera des bascules fondamentales. Ousmane Sonko reste hospitalisé, souffrant notamment d'insuffisance rénale suite à une grève de la faim, mise en œuvre pour attirer l'attention non seulement sur son sort, mais sur celui de l'ensemble de ses frères et sœurs de lutte qui sont persécutés sur son pays, sur son territoire. Et il me semble essentiel de prolonger ce mouvement de solidarité qui a commencé à leur égard et de s'engager pour trouver au plus vite une solution qui permette d'assurer une transition démocratique au Sénégal, comme le prévoit sa constitution, et de s'assurer que la volonté souveraine de ce peuple soit respectée. Il en va de nos intérêts à tous, y compris ceux des sociétés occidentales. Il en va d'une idée du genre humain. Il en va aussi d'une potentielle nuit noire dans laquelle serait plongé le Sénégal si les desseins du pouvoir actuel étaient respectés et que ceux-ci réussissaient arbitrairement à empêcher une partie de la population de se voir représentée. Nous avons demandé à Ousmane Sonko de mettre fin à cette grève de la faim, pour une raison très simple. Cet homme fait communauté. Cet homme permet à des milliers d'autres, comme je l'ai vu à Dakar, mais aussi au-delà, de retrouver une forme d'espoir et d'espérance parce qu'il leur permet de retrouver un sens de la fraternité et de la lutte collective. Ce n'est pas l'individu en tant que tel qui compte, c'est ce qu'il a su enfanter et créer. En conséquence de quoi nous avons besoin de lui, encore une fois, non pas du fait d'une lutte idéologique, mais simplement parce que, à travers lui, nous allons protéger cette idée du politique, qui consiste à créer du lien, à travers la lutte, redonner de l'espoir et permettre aux individus de survivre dans des conditions qui autrement les amèneraient au désespoir et à la catastrophe. Je suis très heureux et très fier d'être aux côtés de mon confrère, Maître Larifou, qui, des Comores, a rejoint le pool d'avocats qui assiste Ousmane Sonko. Je voudrais rendre hommage à mes confrères qui, au Sénégal, au quotidien, sont confrontés au risque pour leur carrière, mais aussi pour leur liberté, comme le cas de Babacar Ndiaye l'a encore démontré, parce qu'ils ont décidé de se placer du côté des déshérités. Ces individus doivent être protégés, doivent savoir que nous sommes à leur côté, que nous ne les lâcherons pas, et que chaque fois qu'il faudra prendre un risque, y compris s'il s'agit de traverser des milliers de kilomètres et de se confronter
à des mandats d'arrêt internationaux iniques et injustifiés, ils nous trouveront de leur côté. Je laisse la parole à mon confrère et nous répondrons ensuite à toutes les questions que vous souhaitez nous poser. C'est Maître Laribou maintenant qui va prendre la parole au nom du collectif des avocats d'Ousmane Sonko qui sont basés ici à Paris et qui est très connu sur nos réseaux sociaux, Maître Laribou. Voilà. Maître Laribou. Oui, au nom de mes confrères constitués pour le président Ousmane Sonko, je tiens à exprimer tout notre soutien à notre confrère pour son courage, sa détermination et sa conviction à assurer la défense de notre client commun, Ousmane Sonko, mais au-delà de notre client, toutes les personnes victimes, je l'ai dit volontairement, je prononce volontairement le mot, de la barbarie et puis de la méchanceté humaine et puis du goût du pouvoir. On a tendance à parler moins de leur sort et notre confrère a le mérite d'avoir été le premier à saisir les instances internationales des crimes contre l'humanité commis au Sénégal. Et c'est parce qu'il a eu ce courage de porter haut et partout la cause des centaines de Sénégalais qui souffrent que le pouvoir en place a cru justifier de le humilier, de l'empêcher d'exercer son métier d'avocat, puisque c'est la question qui se pose, c'est le libre choix d'une personne, à savoir Ousmane Sonko, fait en la personne de Maître Branco pour assurer sa défense. Le cas de notre confrère illustre parfaitement les difficultés que nous rencontrons sur place à Dakar pour assurer la défense de notre client. Nous ne sommes pas libres, alors que c'est le principe fondamental à toutes les sociétés démocratiques pour assurer la défense de notre client. Je tiens quand même à le rappeler, la veille d'un procès sur une diffamation, un délit de diffamation auquel notre client a été prévenu, alors qu'il est arrivé à Dakar, la veille pour assurer, au même titre que nous, la défense de M. Ousmane Sonko, notre confrère a fait l'objet d'une interdiction de rentrer sur le territoire du Sénégal, a été reconduit aux frontières. Donc n'a pas assisté, alors qu'il avait préparé sa défense, et la défense de M. Sonko reposait en partie au travail qui a été fait par notre confrère, qui n'a pas su donc assurer la défense de notre pays. Il a travaillé à distance, mais ce n'était pas suffisant. On lui reproche aujourd'hui d'avoir trouvé le moyen de rentrer sur le territoire du Sénégal pour assumer sa responsabilité puis assurer la défense de M. Sonko. C'est dans ces circonstances qu'il a fait l'objet d'humiliation. Au-delà de sa personne, ce sont tous les avocats qui ont été humiliés par les autorités sénégalaises. Et ça, nous ne pouvons pas accepter cette humiliation. Je tiens aussi à rappeler que de nombreux confrères constitués pour M. Ousmane Sonko font l'objet des procédures disciplinaires. Et il y en a d'autres qui font l'objet de poursuites pénales également. Ce sont des mesures qui ont été opportunément, des procédures qui ont été opportunément ouvertes pour justement décimer la défense de M. Ousmane Sonko. Donc pour ça, notre confrère a notre soutien et nous exprimons notre admiration et notre encouragement à notre confrère. Il a pris le risque
Et le risque qu'il a pris est l'illustration des difficultés que nous rencontrons pour justement assurer la défense de M. Sonko et puis de toutes les victimes de cette barbarie. Puisque lorsque vous envoyez des milices accompagnées par des forces soi-disant de sécurité, mais des forces de désordre, pour tuer froidement, au vu et au su de tous, des manifestants, c'est que ce régime n'a rien de démocratique. L'état de droit au Sénégal a été volontairement liquidé par le régime actuel. Nous avons l'habitude de parler du Sénégal comme étant l'exemple même de la démocratie d'un régime apaisé. Mais là, ce n'est pas le cas. Il y a une liquidation de toutes les valeurs héritées par ceux qui ont bâti ce grand pays qu'est le Sénégal. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. Il est difficile, effectivement, de parler de la situation pénale de notre client sans glisser sur le volet politique, et mon confrère a bien fait de le dire. On est quand même à 6 mois d'une élection capitale pour le Sénégal, puisqu'il est question pour le Sénégal de choisir un de ses enfants, librement un de ses enfants, pour justement dégager une vision qui n'est pas celle de ceux qui conduisent ce pays au jour d'aujourd'hui. Et celui qui est le favori de tous les sondages fait l'objet depuis 2 ans d'un harcèlement judiciaire, d'un harcèlement policier, d'un harcèlement, je dirais même militaire, pour les pousser à bout. Si aujourd'hui M. Ousmane Sonko est hospitalisé, c'est pas pour rien. Puisque accumuler autant de pression, accumuler autant d'harcèlement judiciaire, policier et toute forme d'harcèlement, accusé d'effets d'une extrême gravité, c'est pas facile à supporter, et je peux comprendre qu'aujourd'hui, arrivé à bout, qu'il soit admis à l'hôpital. Et cette visibilité que vous offrez à la cause de tous les Sénégalais est une opportunité pour nous, effectivement, de dénoncer ce qui se passe sur place. Ce n'est pas parce que notre confrère a été malmené, a été humilié, que la profession d'avocat a été humiliée par le régime en place au Sénégal, que nous allons baisser le bras. Nous y retournerons pour continuer notre travail. Et nous ne serons pas seuls, puisque cette profession, elle est portée par des millions de gens qui croient qu'il faut de la défense dans une société démocratique. Et ce qui n'est pas le cas. Bon, donc ce mépris affiché à la défense, ce mépris affiché à l'état de droit, ce mépris affiché à la justice, aura une réponse. C'est notre détermination et notre volonté infaillible pour rassurer la défense de M. Sonko et puis des autres Sénégalais qui souffrent en ce moment de ce déficit démocratique, de ce déficit de droit dont est victime ce pays. Il y a effectivement, et mon confrère a bien fait de le dire, il y a une solidarité des peuples. Et puis il y a aussi une convergence des luttes pour les libertés et la démocratie en Afrique. Notre client a le mérite d'être l'un des piliers de ce combat. Et ce combat maintenant est partagé par tous les 54 pays d'Afrique. Il y a des Ousmane Sonko qui se réveillent dans tous les pays d'Afrique. Et ça, personne ne peut empêcher ce vent de liberté. Et nous devons, en tant qu'avocats, effectivement accompagner ceux qui, en Afrique, partout en Afrique, aspirent à ce grand changement. Voilà. Est-ce que vous pouvez revenir plus précisément sur les circonstances de votre arrestation en Mauritanie? Je pense. J'ai la chance d'être aujourd'hui devant vous,
alors que tout invitait à ce que des mois, voire des années, me maintiennent enfermé dans la prison de Rebos. J'ai cette chance, grâce à vous, qui, face à une responsabilité écrasante, celle de décider ce qui doit être su, ce qui, au contraire, doit peut-être ignorer, avait décidé d'en parler, avait poussé la société civile, les gouvernants, mes confrères, à intervenir pour empêcher que ce soit le cas. Des milliers d'autres n'ont pas cette chance. Et c'est pour eux qu'aujourd'hui, il faut prendre la parole et utiliser cet espace que vous me donnez. Les circonstances dans lesquelles j'ai été enlevé, il ne s'agissait pas d'une arrestation, puisqu'aucun mandat ne m'a été donné, puisqu'aucun procureur ni juge n'est intervenu, puisqu'aucun de mes droits n'a été respecté, puisque mon intégrité physique a été atteinte, ne sont qu'un symptôme, un exemple de ce à quoi sont exposées les populations, non seulement du Sénégal et de la Mauritanie, mais d'une grande partie de la sous-région. Encore une fois, ce sont des régimes que nous soutenons, parce que nous avons peur du terrorisme, parce que nous avons peur des vagues migratoires, et parce que nous ne vivons qu'à travers cette peur, ce qui nécessairement suscite la révolte chez les millions de citoyens de ces pays qui se sentent déconsidérés par ce traitement souvent discriminatoire, insultant et rabaissant, qui consiste à n'en faire que des sas de protection à l'égard notamment du continent européen. J'ai pu m'en sortir grâce à la mobilisation d'un certain nombre de personnes qui se reconnaîtront et qui savent ce que je leur dois, dont le soutien public ou privé m'oblige et m'obligera, notamment dans l'exercice de mes fonctions en tant qu'avocat. Je pense évidemment au barreau de Paris, qui a été exemplaire et qui a eu un rôle cardinal aux côtés d'autres comme le syndicat des avocats de France dans ma libération. Les mots de ma bâtonnière qui résonnaient et étaient relayés jusqu'au sein de la prison de Rebos et qui me sont parvenus dans ce cadre-là et qui ont probablement été aux côtés des efforts d'un certain nombre de gouvernements, dont le gouvernement espagnol, où je salue l'engagement, mais aussi du gouvernement portugais, et peut-être même du gouvernement français, ont permis de régler cette situation. Mais d'autres personnes sont en prison encore, et dont certaines de mon fait, que ce soit un prétexte ou une vérité. Je sais la responsabilité que j'ai dans la situation d'un certain nombre de Sénégalais. Je sais la responsabilité que j'ai prise en prenant le risque de me rendre au Sénégal de façon légale, contrairement à ce qui était dit, pour défendre pour défendre mon client en tant qu'avocat. Et je sais que les conséquences que ça pouvait avoir sur un certain nombre d'individus. Mais je sais aussi le risque que je prenais en faisant ce geste. Nous avons ensemble décidé de le prendre. Et les conséquences sont potentiellement lourdes. Donc c'est avant tout à eux que je pense aujourd'hui, vers eux que nous nous sommes engagés pour obtenir leur libération rapide, mais de façon plus générale, de façon structurelle et systémique, pour s'assurer qu'il n'y ait plus ce genre de violence qui se répète et qu'on cesse ce régime d'utilisation de la violence, mais aussi de l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. J'invite Macky Sall à ce que ma libération soit la première, à ce qu'elle ouvre la porte à la libération de l'ensemble des prisonniers politiques pour permettre, encore une fois, cette transition démocratique que lui réclame le peuple sénégalais. Je l'invite à faire cesser les violences qu'il inflige à mon cerveau, à lui laisser se présenter librement aux élections qui viennent. Et j'invite la communauté internationale qui s'est intéressée au sort du Sénégal à travers mon affaire. Les nombreuses personnes qui se sont mobilisées pour la première fois au sujet de la situation au Sénégal du fait de mon affaire, à prolonger leur effort et à inciter ce gouvernement souverain à faire ce geste qui permette de réduire les violences qu'on traversé et continueront de traverser autrement ce pays, comme nous l'avons fait, je pense avec un certain succès en saisissant la Cour pénale internationale, ce qui a permis
à mon sens, déjà de réduire l'utilisation de la violence par le régime actuel pour réprimer les manifestations. Il faut que cet effort collectif continue. Il faut savoir passer la page. Je pense qu'il y a la possibilité, peut-être la dernière, d'une main tendue pour sortir de cette situation. Autrement, je crains que les heures qui attendent ce pays soient sombres et que ce soit encore une fois le peuple sénégalais qui en paye les conséquences. Nous ne le souhaitons pas, notre client ne le souhaite pas. Et il espère que la raison reviendra. Encore une fois, à travers cette première libération, d'autres suivent. Nous avons appris celle d'un journaliste reconnu à Dakar ce jour, qui a été détenu de façon parfaitement injustifiée. Mon confrère, Rakan, a été libéré. Il faut que ce mouvement s'étende et que le Sénégal retrouve sa normalité démocratique. Ou peut-être une deuxième question. Est-ce que dans les conditions présentes, vous allez continuer à défendre Ousmane Sonko? J'ai encore reçu des instructions de sa part aujourd'hui quant à cette conférence de presse. Il m'a demandé d'utiliser ma situation, de vous l'exposer, afin qu'elle serve d'illustration de ce que traversent des milliers d'autres Sénégalais qui n'ont pas ma chance. Je répète, je le redirai encore et encore, c'est un privilège. Et cela m'oblige de vous avoir devant moi. Parce que des milliers d'autres individus, de par le monde et au Sénégal en particulier, n'ont pas cette chance. Ils ne peuvent pas s'accrocher à l'espoir que vous représentez pour sortir de la situation qu'il a. Ousmane Sonko, comme je vous l'ai dit, souffre d'une insuffisance rénale du fait de sa grève de la faim, a eu une crise d'hypoglycémie sévère qui l'a amené à faire un malaise et à être admis aux urgences. Sa situation se stabilise. Je le répète, nous lui avons demandé de cesser sa grève de la faim et nous espérons qu'il comprendra les motifs de notre demande parce que nous considérons qu'il est trop important pour trop de personnes. Je l'ai vu à Rebus, son sort détermine le sort de milliers d'autres personnes. Ils attendent de lui qu'il soit à leur côté, y compris dans les difficultés et les épreuves que lui font traverser le régime actuel. Alors, sérieusement, avec la dissolution du parti de Ousmane Sonko, est-ce que vous êtes sûr qu'il sera candidat en février 2024? Nous ne sommes pas des porte-parole politiques, mais... Deuxième question, je loue votre courage, mais qu'est-ce qui prouve que quand vous-même vous dites que vous avez traduit Macky Sall devant la CPI, quelles sont les chances pour qu'une telle demande aboutisse? Sur la première question, la dissolution du PASTEF, de la même façon que les tentatives de mettre fin à la candidature d'Ousmane Sonko en prétextant d'une contumace, d'un jugement par contumace, ne sont que des arguties juridiques sans effet. Ousmane Sonko, jusqu'au bout, portera la parole du grand peuple et des déshérités et s'assurera qu'elle soit portée aux élections qui viennent. Que ce soit à travers le PASTEF, si les recours qui ont été engagés par mes confrères au Sénégal aboutissent, ou à travers un autre parti de la coalition d'opposition qui s'est mis en œuvre, que ce soit en son nom, si Macky Sall revient à la raison et cesse ses persécutions judiciaires contre lui, ou à travers d'autres personnes qui pourront se présenter en son nom et porter sa parole, à qui il donnera mandat pour le faire, et contre lequel Macky Sall ne pourra rien. Et ça, c'est un message important que nous adressons respectueusement au président du Sénégal. Il nous semble impossible d'éviter qu'en février 2024, les idées d'Ousmane Sonko soient représentées, et il est donc déraisonnable d'insister sur cette voie. Et en ce qui concerne la Cour pénale internationale, nous ne sommes pas juges et nous ne sommes pas procureurs. Et je pense qu'en général, lorsque l'on fait le choix de la défense de la robe, c'est justement parce que nous ne souhaitons pas devenir juge ou procureur et de prendre en main le destin d'autres personnes et de faire face à des responsabilités qui peuvent amener à des destins tragiques. Nous n'avons donc jamais affirmé que nous allions traduire en justice Macky Sall. Cependant, les procédures que nous avons enclenchées auprès du procureur de la Cour internationale, auprès des procureurs français et des juges d'instruction du pôle crime contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris ont toutes les chances de prospérer.
Les victimes sont constituées, au-delà, évidemment, des membres du PASTEF, des familles de victimes de meurtre, de torture. Des faits sont établis, sont étayés, et le travail que nous avons effectué, qui a été rendu public, est suffisamment solide pour lancer l'ouverture d'une instruction qui mettra fin à toute forme d'impunité. Cependant, nous l'avons dit et nous le répétons, notre espoir, parce que c'est l'espoir d'Ousmane Sonko, c'est que cette résolution soit sénégalaise. D'abord politiquement et ensuite judiciairement. Ousmane Sonko est un souverainiste et considère que c'est au peuple, et en particulier au peuple africain, de régler leur propre destin. Et si jamais une transition démocratique intervenait au Sénégal, ce serait de façon privilégiée cette solution qui serait adoptée, que ce soit par la création de chambres mixtes et d'un tribunal ad hoc qui permette de juger ces crimes, ou à travers l'utilisation des juridictions naturelles qui sont aujourd'hui en capacité de poursuivre les personnes pour ces faits. Encore une fois, notre seul tort dans la défense de cet homme, et il nous semble d'avoir permis une réduction de la violence au Sénégal. Et il est important que ce travail continue. Il est important que l'on comprenne que la venue au Sénégal, contrairement à ce qui a pu être affirmé, n'était pas une provocation, n'était encore moins une transgression ou la commission d'un quelconque délit. Elle était au contraire la réaffirmation de principes fondamentaux de tout régime démocratique et libéral, qui consiste à permettre à un homme d'être défendu, à l'avocat qui se choisit, et de ne pas voir cet avocat poursuivi du fait de se défendre. Ibrahim Yaïka News, par rapport à votre contrôle judiciaire, est-ce que c'est faisable? Quelles sont les conditions? Est-ce que vous pensez que c'est une décision sérieuse ou simplement un bluff de la part des autorités judiciaires du Sénégal, avec tout le respect qu'on les accorde? Aussi, j'ai lu quelque part que par rapport à votre mandat international, d'arrêt international, c'est un procureur de la République qui devait le faire au lieu d'un... Le contraire, c'est le procureur général qui devait le faire au lieu d'un procureur de la République. Est-ce que ce mandat, est-ce qu'il est exécutable ou pas? La justice a été instrumentalisée dans cette affaire et continue et continuera de l'être. Il ne s'agit donc pas pour moi de rentrer dans un débat qui virera à l'argussie rapidement, qui soit procédural ou pas. Les seuls mots que j'ai prononcés devant la justice sénégalaise, comme cela a été rappelé publiquement, sont les mots qui ont été prononcés par l'une des figures les plus importantes du panafricanisme, Thomas Sankara, dans un discours à l'ONU. Ces mots étaient « seule la lutte libère ». Ces mots sont la seule réponse que j'ai adressée à la justice sénégalaise, non par défiance, mais justement par respect. Et c'est ces mots auxquels je me tiendrai aujourd'hui en réponse aux procédures qui ont été enclenchées à mon encontre. J'appelle encore une fois le régime sénégalais à sortir de l'instrumentalisation des questions judiciaires et à rentrer dans une discussion de fond, enfin, avec ses opposants, afin de permettre la transition démocratique à laquelle tous aspirent au sein de ce pays. Excusez-moi, avant de prendre une autre question, je souhaiterais rebondir par rapport à une question qui a été posée par le doyen, pour dire que, bon, s'agissant de la candidature de M. Ousmane Sonko, tout le monde est conscient que la volonté affichée par les autorités au pouvoir au Sénégal, c'est d'empêcher Ousmane Sonko d'être candidat et de devenir le président, le 5e président de ce pays. Ça, c'est une volonté qui est affichée depuis des années. Et à partir de là, il y a instrumentalisation à ciel ouvert de l'institution judiciaire. Si vous vous souvenez, c'est récent, hein. Il y a d'abord une première procédure, soi-disant pour des faits de viol, qui ne tenaient pas debout. Et puis,